Donc, merci beaucoup, Sohaib, d'être avec nous ce soir. Et si tu es d'accord, j'aimerais commencer par Jamal, par le court-métrage. Et donc en fait, comme vous l'avez vu dans le film de Sohaib, Talking About Trees, il y a on pourrait dire un hommage à Jamal. Donc pourquoi ce court-métrage est important pour toi? Un hommage et en revanche symbolique pour ce film-là. Ce film, je savais que tu allais me poser cette question, donc pendant que je le regardais, je me posais la même question. Et en fait, j'ai trouvé de nouvelles réponses en plus de ce que je savais avant. D'abord, ça se passe juste à côté de chez moi. Je ne sais pas si on appelle ça quoi, moulin à Cézanne. À Cézanne, ouais. Et deuxième chose, en fait, tout le générique, je connais tout le monde, et notamment le producteur Manar Al-Helo, qui est le Manar qu'on voit dans ton film. Qui est le Manar qu'on voit dans le film, avec lequel je commence le film. Le premier plan de film, en fait, est avec Manar, parce que j'aime les quatre comme mes enfants, mais Manar est toujours le plus proche de mon cœur quelque part. Et Manar m'a raconté que c'était l'hiver quand il tournait ce film-là, en fait. Un hiver sec, très dur. Et Manar, pour se réchauffer, en fait, il dormait à côté du chameau, en fait. Ah oui, d'accord. Ça fait notre chameau. Pourquoi ce film? C'est le premier film que j'ai vu des quatre. En fait, c'est le premier film qui était disponible. Je l'ai vu fin des années 90 en Égypte, dans une association. Les films ne sont pas du tout disponibles, tu sais qu'ils n'étaient pas accessibles. Mais ce film-là a vraiment changé mon rapport au cinéma. Je l'aime parce que je pense que c'est une perle du cinéma expérimental. Il y a tout, en fait, dans ce film-là, de langage de Ibrahim Shaddad qu'on trouve après. Découper l'espace de façon vraiment particulière à lui. Je l'aime parce que c'est un tout petit budget, mais avec une très grande exigence esthétique, politique. Et parce que je pense que c'est le film peut-être le plus communiste, dans le bon sens du terme, de l'histoire du cinéma pour moi. Il est peut-être même plus proche de moi qu'au plus communiste qu'au Eisenstein ou quelque chose comme ça. Parce qu'il efface les frontières entre ce parallèle qu'il fait entre et parce qu'à chaque fois quand je le vois, j'ai juste une envie de révolte. Je pense que Ibrahim Shaddad, elle cherche toujours ça, qu'à la fin donner une envie de révolte, de cri. Et aussi parce que la bande son est magnifique, je connais la personne qui l'a fait. Et parce que cette bande-là qui a fait ce film-là, en fait, c'est la même bande que j'ai retrouvée après, quand dans mon film, il y a le film d'Ibrahim Shaddad, Ra. Oui. C'est un film que j'ai insisté pour le produire dans le film, et du coup, je l'ai laissé choisir complètement l'équipe, et en fait, il a ramené la même équipe, Salah Saïd qui fait l'éclairage, c'est la même personne, Manar, c'est celui qui s'occupait de... donc c'est... Et il a réussi à le finir, le rat? Oui, mais maintenant il voudrait sortir 3 films ensemble en fait. Il a déjà fait un premier volet qui s'appelle L'actrice, le deuxième c'est Ra. Et le troisième, je n'ai pas le droit de dire parce que Ibrahim il est difficile. Mais. Donc un peu de silence. Ouais. Mais ça parle toujours d'incarcération, d'expérience
de torture, d'interrogation en fait. Donc il faudrait les mettre les trois ensemble. Les trois ensemble, oui. Super. Mais en fait, dans ce... plus, Non, mais c'est juste pour reprendre ce que tu disais. Moi, la première fois que j'ai vu ce court-métrage, j'ai été littéralement bluffée. Et je trouve que, comme tu disais, il y a une vraie esthétique du politique dans ce film. Parce que il y a une exigence esthétique et qui arrive à, je dirais, révéler le politique dans la vie de tous les jours, en fait, à travers les gestes filmés, le rythme, cette circularité qu'il y a, cette désorientation qu'on a au début du film, et puis petit à petit qu'on rentre en fait dans la tête, dans l'esprit du chameau, et ça, comme tu disais, c'est effectivement un film profondément communiste, au sens où au-delà des carcans du parti, en fait, où la résistance du chameau devient une performance politique dans le film, dans le court-métrage, en fait. Oui, et aussi identifié complètement. De toute façon, chez Ibrahim Chaddad, il y a toujours un animal, et je pense que moi j'aime toujours le cinéma qui ne parle pas seulement de nous, mais de nos partenaires de la planète, de l'univers et tout ça. Et donc pourquoi ça me fait vraiment plaisir que tu as programmé Chameau avec mon film, parce que dans le premier montage que j'ai fait de mon film, en fait, il y avait un extrait de... Oui, comme on voit d'autres extraits de films, il y avait aussi un extrait du chameau. Du chameau, et après on a pensé que c'était trop... comment dire, qu'il faut laisser l'expérience de découvrir les films aussi, que les films se parlent entre eux. Ouais. Et en fait, j'espérais toujours que ce moment-là, elle vient, parce que quand mon film est sorti, c'était le moment où la restauration des films des 4 cinéastes avait commencé avec l'Arsenal. En Allemagne. En Allemagne. Ouais. Et d'ailleurs, grâce à Gabriel, mon film, quelquefois, on me dit qu'il est triste. Mais en fait, il y a des happy ends dans le film. Et parmi ces fans heureuses, c'est grâce à Gabriel, qui est là, que le film de Suleiman a été retrouvé. Que vous voyez il a été retrouvé au Geek. Et c'est Gabriel qui l'a retrouvé après qu'il a perdu complètement espoir et on pensait qu'il ne va jamais être retrouvé. Donc merci encore Gabriel. Donc oui, vous n'avez pas mis d'extrait du chameau dans le film, mais un hommage à la place. Oui, exactement. En fait, l'histoire a commencé de cette scène de chameau qui est dans mon film où on fait entrer et les chameaux, apparemment, ils font peur aux autorités au Soudan. Déjà, Ibrahim, pour faire ce film-là, c'était en 81, donc c'était la deuxième dictature. Pour pouvoir avoir le peu de budget qu'il a eu et la caméra, il a dû vendre un film folklorique, un peu documenté, un métier qui est en train de disparaître, blablabla, tout ça, et c'est beau. Et c'est comme ça qu'on lui a donné la caméra, donc il a dû mentir un peu. Et dans mon film, on avait réussi à sécuriser un peu le tournage et réussir un peu à dégager les soupçons des gars de sécurité, de la police qui passaient toujours pour voir ce qu'on est en train de faire et tout ça. Et on les connaissait, c'est écrit sur leur front. Et après, on a eu un moment comme ça de calme où ils nous laissaient faire dans le cinéma, le moment où on ne sortait pas la caméra dehors. Ils pensaient que c'était un projet pour rouvrir le cinéma pour des fins commerciales. Donc, on les a laissés croire ça intentionnellement parce qu'en fait, comme ça, on parlait la même langue, la langue de l'argent. Ouais. Quand au début, on parlait de rouvrir le cinéma pour des projections gratuites, ça c'est
vraiment ça a réveillé les suspect. soupçons, ouais. Oui, ça réveille les soupçons. Et durant des années de dictature d'Omar el-Bashir, en fait, à la fin, Allah a été remplacé par le dollar et c'est devenu le dieu de régime, en fait, le dollar. Donc, il fallait parler argent. Quand on a commencé à dire pourquoi vous filmez et tout ça, et du coup, on diffusait l'info que c'était pour faire un film promotionnel pour ouvrir le cinéma et proposer ça à une banque. Ah, on était dans le même bateau, on est des gens qui aiment l'argent, comme le régime, Pas dangereux. oui, là je suis parti très loin, mais en fait, donc ils nous ont laissés tranquilles, mais quand on a fait entrer le chameau, là tout est revenu. Ils ont tous commencé à parler, la police à côté et tout ça. Mais ils ont fait rentrer un chameau dans le cinéma. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Et donc les chameaux, je ne sais pas pourquoi. Donc quel symbolisme on peut attacher à un chameau pour oui, voir que ça mais c'est vrai parce que nous non plus, on ne savait pas exactement. Ça arrive après au montage. Donc cette scène-là, ça a commencé au début comme un délire entre moi et Ibrahim. On dormait dans le cinéma, on voyait ce chameau passer chaque jour. C'est une chamelle avec l'écharpe rose comme ça, c'était génial. Et du coup, je lui proposais ça et il était réticent au début, mais ça veut dire quoi? Tu vas mettre ça où dans le film et blablabla et tout ça. Et après, donc on a eu plein de discussions comme ça sur le chameau qui nous a amené à son film Chameau. Pourquoi j'ai dit que cette scène dans mon film, je l'ai perçue un peu comme une revanche symbolique pour le film d'Ibrahim, parce que le film d'Ibrahim a été montré au cinéma, quand les cinémas étaient encore ouverts au Soudan, une seule fois. Et une seule fois, et le public n'a pas supporté les 11 minutes. Ils ont commencé à gueuler, parce qu'il a été montré avant un film indien, tout le monde venait pour voir ce film indien. Et donc, il ne s'attendait pas à ça. Et tout ça, ils ont commencé à gueuler, donc le film a été déprogrammé tout de suite, de première fois. Donc on a pensé, je pensais faire entrer le chameau dans le cinéma encore. C'est tout simple. Super idée. Et non, moi aussi, je suis très contente d'avoir pu montrer en fait les deux films ensemble. Et d'ailleurs, je suis aussi très contente parce que c'était la première projection publique en France du chameau en version restaurée. Donc, c'est très contente pour ça et de pouvoir en parler avec toi, bien évidemment. Et donc oui, tu as évoqué un peu les conditions difficiles de tournage du film. Donc vous l'avez tourné entre 2015 et 2018. Ouais. Et donc, tout d'abord, comment est née l'idée du film? Quand est-ce que tu as commencé à y réfléchir et comment c'est venu en fait? C'est né vers 2009, quelque chose comme ça. Jusqu'à récemment, à chaque fois on me pose la question, je dis une date différente, parce que j'arrivais pas à me rappeler, mais hier j'ai retrouvé des photos en fait de la première fois. J'ai accompagné les quatre dans une projection dans un village à côté de Khartoum. Et c'était en 2009 en fait, je suis rentré au Soudan, et j'avais un projet, j'étais en master ici, j'avais un projet d'un film, un long métrage de fiction. Et en fait, j'ai commencé à opérer, à avoir des contacts. Il y avait une zone qui s'appelle le Nil Blue qui était gérée par un mouvement d'opposition, donc c'était un peu plus possible. Mais sauf que c'était super compliqué, il y avait déjà une tension de situation vraiment très tendue entre le gouvernement et l'opposition avec lequel ils avaient un accord de paix. Donc en fait, mon projet est tombé à l'eau complètement. C'était impossible de rassurer la productrice ici et avoir les autorisations. Ça voulait dire serrer plein de mains, plein de sang. Faire plein de propos. Oui.
Donc du coup, j'étais assez déprimé de cette expérience-là et c'est là où j'ai rencontré les quatre. Et pour moi, c'était vraiment très thérapeutique parce qu'ils sont des experts d'échecs. Ils savent très bien manier les échecs, c'est des philosophes d'espoir, de gérer l'amertume, d'autodérision, des choses comme ça. Surtout Manar en fait. Et c'est Suleiman qui m'a introduit aux autres chez lui. Et après, ils m'ont invité pour une projection. À ce moment-là, ils reprenaient un peu leurs activités. C'était un peu long, mais du coup, je suis allé avec eux à Jabal Oulia, qui est un village à côté. Et c'est sur le chemin, les galères de la voiture, l'arrivée, la tempête de sable, l'écran qui doit être fixé, ils doivent s'asseoir derrière pour le fixer parce que c'est un écran en tissu, l'image qui sort et qui rentre encore et tout cette épopée en fait que le monde ne voit pas, oui. Qui est juste... c'est là, le désir est né ce jour-là précisément. Ce jour-là précisément. Après, ça a pris beaucoup de temps avant de se concrétiser. Et eux, comment ils l'ont pris Est-ce que tu as réussi tout de suite à les convaincre Est-ce que pour tourner est-ce qu'ils étaient partants Gabriel, elle doit connaître la réponse à ça parce qu'elle les connaît, les quatre. Ils sont quatre, ils sont très différents. Non, ça n'a pas toujours marché pareillement. Suleiman et Manuel, ils étaient très accueillants dès le début. Très contents en fait qu'on se rencontre et tout ça. Et quand j'ai proposé, Suleiman m'a encouragé vraiment. Ils ont joué un rôle primordial pour convaincre les autres. Celui qui est, comme vous voyez dans le film, le petit chef, Ibrahim Shaddad, qui est... D'ailleurs, dans le film, il a 83 ans. Et ça, c'est filmé. Si je dis ça, il va me tuer. Parce qu'il dit toujours qu'il est né en 1950. Mais tout à l'heure, quand tu as dit son film de diplôme, 64. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a fait 14 ans. Et alors qu'il a fait des études d'agriculture, de je sais pas quoi, d'autres choses. Il a voyagé avant d'arriver. Mais oui, donc Ibrahim Shaddad, c'est quelqu'un qui est fidèle à lui-même. Et ça, j'adore, vraiment. C'est vraiment le caractère du cinéma de fiction. Il est très suspicieux au départ. Juste un exemple, et je crois que c'était même pour tourner cette scène de chameau et tout ça, et du coup, il me questionnait, mais pourquoi? Et qu'est-ce que tu veux dire? Et tu vas me ridiculiser, et là, blablabla. Je lui dis, mais Shaddad, ça fait combien d'années on se connaît? Tu ne me fais pas confiance? Il m'a dit, regarde, Manar, je le connais depuis 42 ans. À l'époque, c'était... Je viens à peine de lui faire confiance, tu sais, donc sois patient un peu. Donc lui, au départ, il m'a questionné le premier jour chez Suleiman. Donc la première question, c'était... alors, tu es rentré au Soudan, tu voudrais faire des films, hein? Comme ça, avec un air, avec une moquerie vraiment qui s'entendait dans sa voix. Je lui ai dit oui, donc il me dit ok, donc tu es en train de commettre la même erreur qu'on a commis il y a 40 ans. Est-ce que ta famille est riche? Elle peut financer tes films? Je lui ai dit non. Est-ce que tu as des liens avec la sécurité, avec les services de sûreté? Je lui ai dit bien sûr que non. Ben, il m'a dit, dans ce cas-là, il n'y a pas... tu as deux choix. Soit tu rentres en France, tu fais des films d'amour. Je sais pas, il n'y a pas que ça en France, et lui, il est le premier à connaître parce qu'il adore Godard et tout ça. Et sinon, tu reviens et tu t'assois avec nous sur notre banc d'attente. Et le projet, au départ, il s'appelait Waiting Bench, en référence à ça. Donc avec Ibrahim, ça a beaucoup de temps, surtout quand on a commencé à tourner, il voulait vérifier tout, il
venait derrière la caméra, il me disait c'est quoi ce cadre de merde, comment tu es en train, où est-ce que tu as appris ça, comment tu es en train de me filmer, est-ce que je vais apparaître comme ça, et blablabla. Donc il voulait tout contrôler. C'est le moment où on a commencé cette quête du cinéma, qu'il a vraiment pris goût. Et aussi cette difficulté aussi de filmer des gens qui sont très conscients, qui sont des fabricants d'images, et des grands comme Ebrahim Shaddad. Au début, c'était un obstacle. Petit à petit, c'est devenu vraiment la richesse du dialogue avec eux, parce qu'on a pu accueillir. C'est un film sur le désir du cinéma, les désirs demeurés désirs. Ouais. Les images empêchées, les images qui sont perdues, les images qui sont restées vraiment comme une tension intérieure. Et filmer ça, c'était très difficile en fait, sans accueillir aussi un peu de folie, un peu d'accepter cette part de... On me pose souvent la question, on me dit « Ah, c'est un documentaire, mais quand même... la fiction et tout ça... on pourrait dire que c'est un documentaire de création en fait. Oui, c'est un documentaire de création qui est ouvert à la fiction, qui est dans le réel aussi. Le réel, c'est que une série de fiction aussi, je pense, quelquefois. Et ça, ça aurait été impossible, en fait, s'il n'y avait pas de cette complicité aussi, ce désir entre nous tous à créer des images, tout en sachant qu'en fait, faire des images, faire des films, on est toujours confronté à ce choix-là entre compromis et faire ce qui est admis, ce que l'État le permet, ou vivre avec cette folie-là. Et en fait, d'où vient le titre du film. Le titre du film. Ouais. Donc, il est tiré en fait, c'est un vers d'un poème de Bertolt Brecht, donc à ceux qui viendront après nous. Et donc, ce vers qu'on retrouve dans ton film Virgin, donc c'est Manar à un moment qui évoque ce vers-là. Et donc, pourquoi tu as choisi donc le vers du poème, donc il dit que donc c'est quoi ces temps où parler des arbres c'est presque un crime parce que c'est faire l'impasse sur ton d'horreur. Et donc pourquoi finalement as-tu choisi ce titre-là? Pour plusieurs raisons. Déjà, ce poème-là, je ne l'ai pas lu, je l'ai découvert de mon père, qui répétait tout le temps ce vers-là, pour décrire les débuts des années 90, l'arrivée de la dictature, où il a subi vraiment plein d'épreuves très difficiles. Et c'est suite à l'assassinat d'un ami à lui, un médecin assez connu à l'époque, qui tient en figure, en fait, qui faisait partie d'un syndicat qui s'appelle le syndicat des médecins socialistes. Donc la première revendication, c'était la gratuité de soins. Ça existe vraiment, des médecins qui demandent ça. Et en fait, elle répétait tout le temps ça. Il est mi-poète, mi-médecin, plus poète que médecin, je pense. Et c'est resté dans ma tête comme une description de ces horreurs-là, en fait. Après, je pense dans le film, on voit que ces désirs empêchés, c'est quelquefois tellement les horreurs politiques et les atrocités, presque, et ça je l'ai senti chez eux, ça je l'ai aussi, on a l'impression d'être complètement à côté de la plaque, vraiment dans un moment de grandes atrocités, en fait, et de vouloir parler d'art, presque on a honte. Ouais. On vit avec une sorte de... Mais en fait, quand même, ce qui est beau dans le poème, c'est de dire quand même on doit parler d'art. Ouais. C'est pas, au contraire, c'est romancé, c'est vraiment
laisser la vie être dictée par le dictateur et par les assassins et tout, c'est ça et le moment où j'ai choisi ce titre-là, parce que le premier titre c'était The Waiting Bench, en fait, c'était comme une révélation pour le montage aussi. Parce que la première version de montage travaillait quelquefois avec des productions aussi qui ont un trop extérieur à ce pays-là, qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc ils cherchent toujours un peu à mettre... il faut des informations, il faut une situation, il faut montrer les difficultés. Donc on avait plein de rushs de tournage. Oui, d'ailleurs, vous aviez combien d'heures de rush après 3 ans de tournage? Ça, vraiment, je ne sais pas. Énorme, j'imagine. Non, c'était pas énormément, en fait. Au contraire, la monteuse Nelly Kitty avec laquelle j'ai travaillé, elle était un peu étonnée, mais parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix aussi. C'était toujours dans la difficulté, en fait, de tourner. Ça veut dire qu'il fallait quelquefois calculer, renoncer à plein de choses. Et pendant le tournage, il y a eu plusieurs problèmes, arrestations. Et en fait, j'avais plein de rushs où on voit des policiers venir vers nous, ou des gars de sécurité nous interrompre avec leurs bâtons, tout ça, et après ça court, où la caméra est cachée, trompe et tout ça. Et là, dans la première version, en fait, il y avait des choses comme ça. Il y avait des scènes comme ça pour mettre la difficulté de tournage de film dedans et tout ça. Et ça sonnait faux, en fait, pour moi. Oui. Et je pense que c'est le moment de choix de ce nouveau titre-là que j'ai réalisé, en fait, c'est un film sur les 4, avec sur les rythmes, c'est un film de désir de cinéma. Oui. Donc, son esthétique, elle ne doit pas être dictée par le bourreau, en fait. Oui, bien sûr. Oui, parce que ça aurait voulu dire, en fait, faire rentrer les bourreaux dans le film. Même dans le film, alors qu'ils sont partout. Voilà. Oui. Et ils n'ont pas besoin de plus d'espace que ce qu'ils prennent déjà dans nos vies, en fait. Donc, il faut revendiquer le choix de pouvoir parler des armes, même si c'est presque un crime. Exactement. Et quand j'ai enlevé toutes ces scènes-là, j'ai senti vraiment comme un espace de liberté aussi le film, et que ça ressemble beaucoup plus au 4, c'est plus fidèle. Voilà. Et en fait, oui, deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. Donc là, au début, tu avais pensé sur le banc d'attente, mais en fait, c'est assez curieux parce que donc Ibrahim Chadat avait dit donc nous on est sur un banc d'attente, mais en fait dans le film il bouge tout le temps. Exactement. C'est ce que j'ai découvert après, en fait, que c'était juste de sarcasme d'Ibrahim et aussi un peu de lamentation, et il y a un part de vrai aussi, parce qu'on... Mais ce que j'ai découvert et ce qui m'a séduit le plus, dès le départ, c'était que rester en mouvement, c'est une décision assez consciente aussi, parce que tout ce que cherche un pouvoir, c'est d'immobiliser, en fait, et rester en mouvement, c'est ça qui les fait vivre. Et leur amitié qui devient aussi. Un acte de résistance en lui-même. Exactement. Et donc, faire des petites ou des grandes choses, en fait, c'est une redéfinition de ce que c'est réussir quelque chose. C'est pas réussir à faire des... Mais rester en mouvement en soi est une forme de résistance et de... Ne pas se laisser arrêter, en fait. Oui, de victoire symbolique, en fait, de pouvoir rester en mouvement. Après, Ibrahim, il n'arrête jamais. C'est un enfant hyperactif. Mais aussi, par rapport donc, au point de vue et aux conditions de tournage, donc en fait, évidemment, tu avais des contraintes. Donc déjà, vous étiez combien sur le tournage et plus largement en fait donc comment est-ce que tu as pu transformer les contraintes
un style de mise en scène. Parce qu'on voit le point de vue, on voit souvent qu'il y a des... on voit que la position de la caméra parfois est conditionnée par le fait que tu ne peux pas te placer dehors, donc tu es dedans ou tu es en haut, mais on arrive, je dirais presque à l'oublier dans le film et ça devient part de ton point de vue. Donc, oui, donc d'abord, oui, sur les conditions de tournage, vous étiez combien, donc que tu faisais référence au fait que vous avez dû renoncer à certaines choses. Et comment est-ce que finalement tu as réussi à faire de cela à utiliser cela dans ta mise en scène? Au départ, j'étais tout seul. La première partie de... Donc c'est toi qui as fait l'image et tout? Oui, j'ai fait l'image. Le son, c'était pas vraiment... Et je pense que cette époque-là, c'était aussi que je découvrais aussi les quatre. Je m'approchais d'eux et après quelques mois, on est devenus deux. Il y avait la première prémose de son, Katharina Schroeder. Et après, j'ai intégré qu'il y a une personne qui a rejoint l'équipe comme aide logistique et tout ça. Mais en général, la plupart du temps, on était deux, en fait. C'est-à-dire moi et quelqu'un au son. Je n'avais pas accès à deux caméras. Il y a une seule scène où j'ai utilisé deux caméras. C'est la scène où ils lisent les lettres ensemble. Donc, bien sûr, au début, c'était très effrayant. Je me suis dit dans quoi je me suis embarqué. Il faut que je sois à la caméra, il faut que je réalise, et il faut que je filme 4 personnes à la fois, et avec une seule caméra, avec des contraintes, ne pas être vu. Je sentais que j'arrivais très bien à trouver l'impossibilité. Et donc, je ne sais pas, les solutions, en fait, elles sont venues juste par la répétition, par l'observation. La première chose, une solution consciente que j'ai repéré qu'en fait, les quatre, et c'est pourquoi en fait le sujet du film aussi l'amitié, parce que les quatre se connaissent depuis une quarantaine d'années, à ce moment-là. Ils avaient développé un rythme entre eux, en fait. C'était une sorte de chorégraphie. Il se déplace, quand il entre s'il vient là, je sais déjà qui va faire quoi. Je sais qu'Ibrahim va être celui qui prend toute la scène, qui va être en train de bouger. Manar, il va être à côté de lui. Suleiman, il va chercher là où il y a un problème à régler, à résoudre, à nettoyer, parce qu'il est complètement maniaque de nettoyage. Et Taïb, heureusement, et merci à lui, parce que ça m'a beaucoup aidé pour le montage, il va s'asseoir. La première chaise, il va s'asseoir. Il ne va rien dire. Il y a une répartition des rôles qui se fait à chaque fois. Et en fait, quand j'ai commencé à observer vraiment ça, c'était drôle parce que c'est une chorégraphie qui se répète et qui s'est développée avec le temps. Même au début, c'était hyper difficile de filmer 4 qui se parlent, qui partent dans tous les sens. Donc pour le montage, c'est impossible. Ibrahim, il faisait exprès aussi quelquefois. Dès qu'il voit que je suis vraiment intéressé par un sujet, hop, il dit « Ah, j'ai une tante qui est... » Il le faisait exprès. Il testait ma patience, en fait. Oui, c'est ça, c'était un test. Oui, c'était toujours, en permanence, le test. Mais ça a permis, avec le temps, en fait, de comprendre qu'il y a une sorte de danse qui s'est développée avec le temps. Et aussi, sur les sujets, petit à petit, j'ai réussi à comprendre, en fait, à quel moment
un ton grave va arriver et je sais qu'ils vont jamais entrer vraiment. Comme par exemple Ibrahim quand il décrit la scène de sa torture en fait. Ouais. C'est ça qui est impressionnant, qu'il reste toujours cinéaste, qu'il reste toujours avec la caméra. Ouais. Ces descriptions, elles sont presque, il établit un décor. Il ne parle pas vraiment de son ressenti. Et il parle d'une temporalité vraiment de film, parce que ils ont fait entrer un deuxième, un troisième, et hop, le plan, c'est le banc qui est cassé. Ouais. Et voilà, donc c'est pour des raisons comme ça aussi. Ça aurait été une trahison de faire un film vraiment la police vient, la police elle parle. Non, parce que c'est vraiment ce désir aussi de créer l'image, même quand elle est dans cette situation-là. Du coup, pour aborder ce sujet grave de la torture, le meilleur c'était vraiment que ce soit à travers. Comment dire, travers se sauver par l'image en fait, de le voir d'abord faire, et après, parce que c'est la façon aussi d'aborder des... Ah oui, absolument. Dans cette scène-là, par exemple, on m'a reproché, on m'a dit, mais quand il raconte ça, on entend Manar rigoler. Oui. Et je leur ai dit, mais en fait, j'ai coupé un quart d'heure de rire de la part de Manar. Parce que c'était beaucoup plus grave que ça, c'est rire. On m'a dit, et Suleiman, il fait une blague. Et je leur ai dit, Suleiman, il a subi beaucoup plus qu'Ibrahim. Et c'est comme ça, c'est aussi c'est une manière de soigner les blessures. De riposte, de riposter à toute la douleur dans lequel le bourreau voudrait nous enfermer. Ouais. Et d'ailleurs, tu dis en fait trouver la bonne manière de filmer ça, de mettre ça, de parler de ça. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, mais donc je voulais te poser la question. Tu as choisi, donc on voit carrément qu'il y a un vrai désir d'écrire la mémoire de ces quatre et de la transmettre, mais tu as choisi d'éviter tout ce qui pourrait être témoignage frontal face à la caméra ou une approche, disons, historique avec voix off et tout ça. Pourquoi ? Je sais pas, je pense que chaque film il a son langage. J'ai déjà fait ça dans non, mais c'est comme si tu voulais dire. Mais c'est vrai que maintenant je réfléchissais beaucoup à ça. Peut-être là je vais dire une réponse, la prochaine fois je vais dire une autre réponse. Je pense que j'avais vraiment un désir déjà ils sont quatre en fait. De vraiment, oui, ça aurait été très bien, plus facile pour moi de les interviewer, qu'ils me racontent leur histoire. Mais en fait, j'allais passer à côté d'une chose essentielle, c'est les rapports ensemble. C'est qu'ils existent à travers les autres, en fait. Là, s'il y a une seule chose qui peut être heureux dans cette guerre au Soudan et le fait qu'on a tous de fuir, c'est qu'ils se sont retrouvés ensemble, au Caire. Et je pense que c'est ça qui les fait vibrer vraiment quand ils parlent ensemble, quand ils sont ensemble et tout ça. Et du coup, je ne voyais pas... Taïb Mahdi, par exemple, il me reprochait toujours ça, parce qu'il a fait beaucoup de télé aussi. Donc il attendait le moment où il va s'asseoir et dire des choses et les préparer. Il préparait quelquefois des choses, parce qu'il ne parle pas beaucoup. Donc, oui, le plus... Mais j'ai filmé aussi des interviews, mais c'était pas, je savais que je n'allais pas les utiliser, c'était vraiment pour, je sais pas, c'est tout au début, juste pour créer le contact. Ouais. Et j'ai compris tout de suite, en fait, que ni interview, ni voix off, ni tout ça, surtout, Taïb Mahdi, il m'a beaucoup aidé pour ça, parce qu'il était comme un robot. Tac, tac.
Non, mais je trouve que c'est vraiment ce qui fait la beauté du film, c'est-à-dire qu'en fait tu parles, c'est comme si c'était une mémoire constamment au présent et qui montre aussi ce qui arrive à exister malgré tout. Donc c'est pas simplement le récit de ce qui aurait pu se faire et de qui est resté inachevé, mais on voit quand même quelque chose qui est en train de se faire, qui à la fin a un échec, mais qui est quand même c'est quelque chose qu'on s'efforce de faire exister. Et en fait, c'est ça que tu arrives à montrer dans le film. Donc, c'est pas qui raconte quelque chose, mais on voit leur désir de cinéma qui existe, comment il existe dans le présent, en fait. Et après, il y a de très bons films avec un art de caméra frontale. Je ne suis pas puritaniste là-dessus. Non. Juste, mais c'est un choix qui fait sens dans le film. Je pense vraiment, parce qu'en plus, ils sont le plus vrais. Par exemple, on me pose souvent la question, ils sont où leurs familles, ils sont où les gens qui les entourent, les autres gens de SFJ et tout ça, de Sudanese Film Group, mais en fait, tout ça existait, comme dans les roches. Ouais. Mais à chaque fois, ça enlevait une grande partie de cette, je sais pas, elles sont de cette alchimie. Oui, alchimie qui est construite autour d'un idéal, d'une position, d'une quête, et aussi d'une affinité politique qui est très forte entre eux. Donc, même si Ibrahim il a nié Suleyman avant le chant du coq. D'ailleurs, ce dialogue est génial. Suleyman est là reparti, vraiment une très grande culture de dire ça. Oui, d'ailleurs, il y a une petite curiosité que j'avais par rapport à comment ce documentaire joue un peu avec la fiction. Donc, on a parlé de la scène avec le chameau. J'étais curieuse par la scène où il joue Boulevard du Crépuscule, donc au début, qui est absolument génial. Et comment cette scène est arrivée? Est-ce que donc c'est quelque chose qui a eu l'idée et comment ça se fait? Comment ça s'est fait? Bon, ça c'est le genre de choses que les réalisateurs n'aiment pas répondre comme ça. Complètement documentaire. Non, c'est pas vrai. En fait, j'arrive plus à retrouver l'origine en fait de comment ça a commencé. Mais je pense que c'est Manar qui m'a inspiré ça, parce que Manar il fait toujours. Manar il parle toujours film, il joue beaucoup. Il est toujours en train de faire. Même s'il laisse toujours le devant pour Ibrahim, mais c'est lui le Spiègle. Oui, le Spiègle de groupe. Et bon, cette dimension de connexion entre, je sais pas, j'arrive pas à trop à l'expliquer sans aller. Cette scène-là, en fait, la meilleure critique que j'ai entendue, c'était Jay Ginsberg, un critique américain que j'ai rencontré dans un festival. Et il m'a dit qu'en fait, il y a des choses qui lui ont plu, il y a d'autres choses qui n'ont pas plu dans le film, mais qu'en fait, c'est le seul film qui a réussi à le faire pleurer au bout de 3 minutes. Ça va. Et j'ai trouvé ça magnifique. Oui. Parce que beaucoup de gens le considèrent comme un moment de rire et tout ça, et ça fait rire. Ouais, mais il y a une forme mélancolie en fait. Et je sais pas, je pense que ça a été tourné beaucoup plus tard, bien sûr, il fallait beaucoup de complicité. Et je l'ai mis au montage comme première scène, vraiment le dernier jour de montage. Parce que je sentais que ça résumait vraiment plein de choses, plein de tensions, plein d'empêchements, mais
une force incroyable de l'imaginaire. Et c'est pas des choses comme script, il n'y a pas de script. Non, bien sûr. Voilà, on provoque des choses ensemble. C'est une scène formidable pour ça, parce que... Après, non, pardon, vas-y. Non, je disais, parce qu'en fait, on dirait vraiment des amis, mais des jeunes qui jouent, et on voit tout le plaisir qu'ils prennent à faire ça. Et je m'étais justement posé la question, quand est-ce que tu avais tourné la scène, puisque je me doutais que c'était pas au début, parce que c'est comme si c'était vraiment un condensé de ce qui se passe entre eux. Et en plus, avec le choix de ce film-là, donc Boulevard du crépuscule de Billy Wilder, et donc le sujet du film, le personnage, c'est comme si c'était une sorte de... C'est une forme d'autodérision, mais empreinte vraiment de mélancolie. Et il y a quand même, dans le personnage du film de Wilder, comme en eux, il y a ce désir de revenir, en fait, de revenir au cinéma, d'essayer. Donc ça devient presque une métaphore. Donc c'est gai, c'est ironique, c'est plein d'humour, mais en même temps, je trouve que c'est profondément mélancolique. Non, tu as très bien repéré. C'est vrai que c'est... Oui, ça résume beaucoup, je pense. Et c'était vraiment vers la fin du tournage. C'était aussi pour moi une sorte de clore. Cette expérience. Bon, le tournage, pas l'amitié. Oui, non, bien sûr. On parle. Elle continue, j'imagine. Oui, surtout avec Manar, on parle chaque semaine. Manar et Ibrahim, un peu plus rarement. On essaie de parler toujours. Mais avec Manar, je parle presque chaque semaine. Régulièrement. Lui avec sa bière et moi avec le vin. Et on continue en fait à boire ensemble, mais en ligne. Merci beaucoup. Merci infiniment.